La modernité africaine ne se réduit pas à un moment en soi, comme le jour de l'indépendance, ni à une époque aux temporalités multiples. C'est un continuum historique et psychosociologique résultant d'une série d'événements politiques significatifs de l'histoire africaine. Felwine Sarr citant Dr Luc Ngoe dans son livre Afrotopia, page 17. Cette phrase de Luc, que j'ai d'ailleurs reçue dans ce podcast voilà quelques mois, résume si bien un débat interne que j'ai personnellement sur la signification des dates des indépendances africaines. Que signifient-elles vraiment et comment les célébrer? Qu'est-ce que nous célébrons? Ces questions-là deviennent encore plus intéressantes lorsqu'il s'agit de certains pays avec une très riche histoire. Des pays comme celui vers lequel nous dirigeons le Sankofa aujourd'hui. Ce pays a une histoire récente totalement éclipsée par une guerre civile brutale, alors que c'est un pays très beau. Il abrite l'un des plus grands ports naturels en eau profonde au monde. Il est le premier pays à avoir nommé une femme comme ministre en Afrique subsaharienne en 1962. C'est le pays qui a inventé le timbre auto-adhésif. Et plus important encore, les femmes y ont obtenu le droit de vote en 1792, soit 120 ans avant celle de Grande-Bretagne et près de 200 ans avant les Suissesses. Bienvenue dans ce pays à travers une série spéciale de 2 épisodes destinés à célébrer non pas juste le 60e anniversaire de son indépendance, mais aussi son histoire, sa constitution et son courage. Éphéméride africaine, pas mon papa. Notre Sankofa décolle avec 2 marins portugais, Álvaro Fernandes en 1447 et Pedro da Sintra en 1462, qui ont été parmi les premiers explorateurs européens à détailler leurs aventures le long de la côte ouest africaine. L'histoire attribue à ce dernier le nom actuel du pays. Apparemment, Pedro da Sintra a décrit cette partie de la région côtière comme ressemblant à des dents ou à la gueule d'un lion. Bien que d'autres sources suggèrent que c'est plutôt parce que les orages sur la péninsule montagneuse lui rappelaient le rugissement d'un lion, ou d'une lionne, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, il appelle cet endroit Sierra Leoa, les montagnes du lion. Sierra Leoa, déformé plus tard par les Anglais en Sierra Leoa, puis en Sierra Leone, un nom officiellement adopté par les Britanniques en 1787. Bien sûr, les livres d'histoire eurocentriques dont on a l'habitude diront que Pedro da Sintra a découvert la Sierra Leone. Mais on le sait maintenant, qu'avant que les marins portugais ne descendent de leur bateau, ce lieu était déjà habité, organisé depuis des milliers d'années. Et comme partout ailleurs dans le monde, les premiers occupants ont été successivement envahis, entre griffes, par des vagues de nouveaux arrivants. Les études linguistiques suggèrent en effet une occupation constante, continue, des peuples Boulom, Temne et Limba, avec l'immigration sporadique des personnes de l'intérieur de langue mende dont les Vaï, les Loko et les Mende. Ils étaient alors organisés en petites unités de royaumes ou chefferies indépendantes, ou parfois même des plus grandes confédérations de chefferies. Et malgré leurs divisions politiques nombreuses, une certaine base culturelle commune existait. Par exemple, la société Poro, une organisation secrète décrite par le géographe hollandais Alfred Dapper au XVIIe siècle, était commune à de nombreux royaumes et groupes ethno-linguistiques différents. C'est donc dans ce contexte qu'arrivent régulièrement des navires portugais à la fin du XVe siècle. Mais il est important ici de faire une pause pour mentionner 2 dates clés qui rendent Pedro da Sintra et consorts moins poétiques et moins attrayants qu'il n'y paraît. Première date, 1454. Une bulle papale du pape catholique Nicolas V autorise la mise en esclavage par le Portugal et son roi Alphonse V des infidèles, des Guinéens, pour ainsi dire, des Africains. Ensuite, 1493, le traité de Tordesillas, signé par le pape Alexandre VI, Alexandre Borgia pour les cinéphiles, qui, entre autres conneries, donne au Portugal et à l'Espagne des droits sur des nouvelles terres découvertes, respectivement à l'est et à l'ouest de la fameuse ligne de démarcation du traité.
Alors, en gardant ces deux éléments à l'esprit, continuons dans l'estuaire du Roquel, établi par les Portugais sur la côte sierra-léonaise, est devenu alors une escale incontournable pour les commerçants et les explorateurs. Au cours des 30 années suivantes, vont être négociés des produits divers comme le sel, des vêtements tissés, de l'or, des épées et en échange de cire d'abeille, de l'ivoire, etc. Tout cela se fait sous l'autorité des dirigeants africains locaux qui reçoivent alors des droits de concession de tous les commerçants. Et oui, il y a bien eu un temps où la force militaire était toujours du côté des rois africains, surtout avec le support des Afro-Portugais agissant comme intermédiaires avec les Européens. L'histoire raconte qu'un roi local aurait, par exemple, saisi les marchandises d'une compagnie européenne en 1714 pour violation du protocole. Et j'en vois certains parmi vous déjà qui pensent à ce président africain qui voulait faire de même 200 ans plus tard et qui a été sévèrement réprimandé par l'ancienne puissance coloniale. Et oui, la modernité politique africaine dont je parlais au début de cet épisode a bien ses limites. Anyway, dans ce commerce, jusque-là licite, les marchandises vont laisser progressivement place aux esclaves. Les premiers esclaves partis de Sierra Leone arrivent dans le sud des États-Unis en 1652. Suivront des milliers de captifs au cours des siècles suivants, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, voici qu'éclate en 1775 la guerre d'indépendance américaine. Et les esclaves affranchis ou évadés des plantations s'enrôlent par milliers dans l'armée britannique dans l'espoir d'être libérés après la guerre. Mais malheureusement, lorsqu'en 1783, l'armée britannique est défaite, eh bien ces loyalistes noirs doivent quitter le pays. Ils reçoivent alors un certificat de liberté des Britanniques et sont réinstallés qui dans les colonies de la Nouvelle-Écosse, qui dans les Caraïbes et les autres à Londres. Eh bien, commençons par ceux de Londres, venus grossir le nombre de ce que l'on appelait à Londres, à l'époque, les Noirs pauvres de Londres, London's Black Poor, qui sont en réalité composés d'Antillais, d'Asiatiques, et qui sont devenus un véritable casse-tête pour les hommes politiques. Presque comme aujourd'hui, vous direz-vous, rien n'a changé. Alors, lorsque l'abolitionniste Granville Sharp propose de les relocaliser en Sierra Leone, il obtient d'emblée un large soutien des politiques. Même le premier ministre William Pitt the Younger est séduit et proclame d'ailleurs « Il fallait qu'ils soient envoyés quelque part et qu'ils n'infestent plus les rues de Londres. » Ça s'appelle la gratitude. Toutes les étoiles étaient alors alignées pour qu'arrive en mai 1787 sur la côte de la Sierra Leone un premier groupe d'anciens loyalistes noirs. Et là-bas, dans une zone appelée alors Romarang, sur une terre qu'ils ont obtenue d'un chef local, ils fondent la province de la liberté, Province of Freedom, encore appelée Granville Town. Mais 2 ans seulement plus tard, en 1789, alors que la foule en France était occupée à brûler la monarchie et ses symboles pendant la Révolution française, le roi Jamie et son armée étaient également occupés à attaquer et à brûler Granville Town pour récupérer leurs terres. À chacun sa révolution, à chacun son histoire. La ville détruite, les colons restants partent reconstruire, retenter leur chance dans un second Granville Town près de la baie de Foura en 1791. Mais est-ce bien cette ville-là, ce Granville Town 2, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Freetown, la capitale de la Sierra Leone? Je vous laisse le découvrir dans le prochain volet de cette série et en attendant, je ne peux m'empêcher d'écouter cette musique d'un rappeur connu, très connu en France que voici. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès.